François Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir, alors que vous avez présenté une proposition de loi aujourd'hui avec 4 autres députés de la NUPES pour que le droit aux vacances devienne effectif. Vous nous expliquerez ce que contient cette proposition. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Les Suisses ont donc voté hier pour que leur pays atteigne la neutralité carbone en 2050. Un référendum sur le climat, ce n'est pas tous les jours, même si les Suisses sont habitués à ces votations populaires. Disons d'abord que la loi qui leur était soumise n'a rien de révolutionnaire. Elle planifie le déclin des énergies fossiles, mais sans interdiction, ni taxes, ni impôts supplémentaires, simplement avec des aides, des incitations financières pour les propriétaires qui abandonnent le chauffage au fioul et installent des panneaux solaires sur leur toit, ou pour les industriels qui investissent dans des technologies innovantes. Ce qui est passionnant, c'est le débat et le vote dans un pays très attaché à son mode de vie, mais aussi particulièrement touché par le changement climatique, parce que les glaciers sont en train de fondre, on le sait, que le réchauffement des Alpes augmente 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Si on ne touche pas aux énergies fossiles, le problème, c'est que les effets du réchauffement climatique, qui sont 2 fois plus manifestes en Suisse en raison de notre arc alpin, ils vont continuer de se poursuivre. On donne l'image que cette loi va arrêter la fonte des glaciers, va arrêter les éboulements, va arrêter ce réchauffement climatique qui est là. Mais on ne va pas empêcher ces événements. Extrait d'un débat à la RTS il y a 2 semaines, le monsieur qui explique que ce ne sont pas les panneaux solaires dans la petite Suisse qui vont freiner le réchauffement mondial et stopper la fonte des glaciers, musique bien connue. C'est un représentant de l'UDC, c'est une droite populiste, premier parti de Suisse aux élections fédérales, plus de 25% des voix. Seul dans le camp du non, l'UDC a développé tous les arguments qui font peur durant cette campagne. La facture pour les citoyens sera exorbitante, le prix de l'électricité va exploser parce que la Suisse en importe beaucoup, environ 75% de son électricité. La Suisse va manquer de courant et nos belles vallées alpines seront défigurées. Le paysage intact qu'on a en Suisse, c'est le bien le plus important pour le tourisme. Où est-ce qu'on va mettre ces milliers d'éoliennes ? Là, c'est la parole de Gastro Suisse, la grande fédération patronale de l'hôtellerie-restauration qui faisait campagne, elle aussi, pour le non. Et finalement ? Finalement, l'UDC et Gastro Suisse ont été nettement désavoués. Le oui à la loi climat et à la neutralité carbone en 2050 l'a emporté avec plus de 59% des voix. Preuve que la démagogie ne gagne pas toujours. Et sur un sujet aussi crucial que le climat, c'est une leçon. C'est pour cela que vous vouliez évoquer une autre votation suisse plus ancienne. Oui, septembre 92, les Suisses approuvent à plus de 63% le projet NLFA, nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, dont on voit une carte ici. Pourquoi ? Parce que le trafic des camions est devenu insupportable, que les routes alpines sont saturées. Il s'agissait de mettre un coup d'arrêt à ce transit, quitte à creuser dans les montagnes. Ça a donné 4 tunnels, dont celui du Lötschberg sur le trajet Bâle-Milan, 34 km de long, et inauguré en 2016, le tunnel du Saint-Gothard sur le trajet Zurich-Milan, 57 km, donc à égalité avec le futur Lyon-Turin, s'il voit le jour. 57 km creusés sous le massif du Saint-Gothard, c'est le plus long tunnel du monde et le plus profond. Les trains de voyageurs y circulent à grande vitesse et les trains de marchandises à 160 km/h. Et le fret est effectivement passé de la route au rail ? Oui, il a fallu en tout 30 ans de travaux, 20 à 25 milliards d'euros, de francs suisses, c'est l'équivalent des euros, à peu près le coût estimé du Lyon-Turin. Mais le résultat, c'est qu'en 2020, 72% des marchandises qui ont transité entre la Suisse et l'Italie sont passées par le rail, contre seulement 7% entre la France et l'Italie, 92% par la route et notamment par la vallée de la Maurienne où LFI manifestait ce week-end pour l'arrêt d'un chantier pourtant espéré par de nombreux habitants mais qui n'ont pas eu droit à un référendum. Voilà où vous voulez en venir, Patrick. Pourquoi s'opposer à un projet dont l'objectif est aussi et d'abord écologique ? D'abord dire un éloge de la votation. Moi qui suis partisan du référendum d'initiative citoyenne, voir que les Suisses votent là-dessus, mais on votait aussi hier sur un impôt de 15% sur les grandes entreprises, et même, je dirais, sur des sujets où ils répondent non, alors que je serais plutôt pour, c'est-à-dire par exemple, il y avait une votation sur l'élevage intensif. Le certificat Covid aussi, je ne suis pas sûr que vous auriez été pour. Même quand ça ne convient pas, je pense que le fait d'avoir un débat et que ça soit la démocratie et une votation directe qui tranche, ça apaise tout le monde, parce que le peuple a tranché. Et évidemment, sur la question des retraites, je pense qu'on s'en serait sorti par le haut sur cette question-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le Lyon-Turin ?
moi, j'ai fait des reportages là-bas. La première chose à faire, c'est de limiter les flux. Qu'est-ce que j'interroge des camionneurs sur une aire d'autoroute qui se trouvait à proximité du Mont-Blanc. Ils m'expliquent qu'ils prennent des cochons qui partent de Hollande, qui les emmènent à Parme pour être découpés et que c'est renvoyé sous forme de tranches à jambon pour être étiqueté jambon de Parme dans le Nord. C'est-à-dire, la première chose qu'on a à faire, c'est de supprimer les flux inutiles. Décroissance. Décroissance du trafic de marchandises, en tout cas. Oui, décroissance du trafic de marchandises, il n'y a pas de doute. Je pense que balader des marchandises dans tous les sens en Europe, oui, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on devrait avoir un camion au centre du drapeau européen, tellement c'est ça qui est on a le symbole. Ensuite, la deuxième chose, il y a une ligne existante. La ligne existante, elle transporte aujourd'hui 3 fois moins de marchandises que dans les années 80. Donc, bah oui, c'est un fait. Parce qu'elle n'est plus aux normes de sécurité. Parce qu'il y a eu l'accident du tunnel du Mont Blanc, parce que des gens sont restés coincés, parce qu'on a dû limiter le trafic et le croisement des trains. Eric, quand même, vous savez, le dossier du fret ferroviaire, c'est un dossier que je connais très très bien. Oui. Parce qu'il y a une politique de la SNCF pour faire diminuer son fret ferroviaire. À la place d'avoir... Et de l'État. Je vous assure. Ils ont décidé de supprimer des clients. Ce qui fait qu'on passe de 30% de fret ferroviaire en France en 1984 à 10%. Globalement, c'est vrai. Mais sur la ligne Lyon-Turin, qui date de 1871, quand même, ce tunnel, et qui est en montée comme ça, qui est avec une déclivité qui ne peut pas être franchie par une simple locomotive. Je vous le dis, il y avait déjà 3 fois plus de marchandises qui étaient pour transporter avec la même ligne. Aujourd'hui, on ne va pas s'en sortir. Je serais, moi, opposé au grand projet. C'est-à-dire que je pense qu'il y a besoin d'un grand plan rail dans notre pays, mais les dizaines de milliards à mettre, ils sont à mettre sur le maillage ordinaire du territoire, à la fois pour le trafic de marchandises et pour les passagers. Dans la durée, qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle était la politique ? On laisse les camions sur la route, là. Techniquement. D'abord, on diminue. On diminue les camions. 2. Et comment ? Parce que je vous ai dit, il y a des transports de marchandises qui sont aujourd'hui inutiles. On doit avoir comme objectif de limiter ce transport de marchandises plutôt que de le subventionner, ce qui est le cas aujourd'hui. Et la deuxième chose, il y a une ligne existante de fret ferroviaire. Il faut qu'elle soit à plein, qu'elle soit remise aux normes, qu'on fonctionne sur cette norme, sur cette ligne-là plutôt que sur une nouvelle ligne. Et je vous dis, la politique de la SNCF, c'était de faire des grands projets. C'était les projets de TGV et ainsi de suite. C'est fini. C'est plus ça qu'on doit faire. On doit revenir sur le maillage des lignes du quotidien pour les marchandises comme pour les passagers. Ça doit être le train du quotidien doit redevenir la norme. Or, c'est pas du tout, quand on parle de ce grand projet-là, c'est pas du tout la perspective qui est donnée. C'est l'Europe du rail. Non, l'Europe du rail, ça devrait pas être ça. L'Europe du rail, ça doit pas être... Vous avez longtemps soutenu. Non, je vous assure que l'Europe du rail, je la soutiens. Par exemple, ça pourrait être quoi, l'Europe du rail ? Ça pourrait être du train de nuit, le développement du train de nuit. Aujourd'hui, qui n'existe pas et qui permettrait de contourner un certain nombre de lignes aériennes. Il y a un projet là-dessus, mais voilà. Ça a été relancé par Jean Castex. Et ça, ce sont pas des projets à des dizaines de milliards d'euros. Aujourd'hui, il faut sortir de cette logique-là. Le grand, c'est pas ce qui va nous sortir de l'impasse écologique dans laquelle on se trouve. Avec 5 autres députés de la NUPES, vous avez donc présenté aujourd'hui une proposition de loi pour que le droit au départ en vacances devienne effectif. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle version des congés payés que vous voulez proposer, le Front populaire, mais version 2023 ? En tout cas, il y a un devoir de remettre de la joie aujourd'hui pour les Français. Moi, pourquoi je fais cette proposition ? Ça doit passer par une loi. Oui. Pourquoi ? Je vous explique. D'abord, dans la durée, qu'est-ce que je constate ? Chez moi, encore il y a 15 jours, je reçois des jeunes qui jouent au volleyball dans une association. Je leur demande alors, vous allez faire quoi pendant les vacances ? Il y a Esperanza, 21 ans, qui me dit, moi, de temps en temps, je pars à Épinay-sur-Seine chez mes cousins. Donc ça doit être à peu près aussi joyeux que les quartiers nord d'Amiens, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des tours. Mais même quand je reste à Amiens, j'ai pas d'activité. Et ça, je l'entends tout le temps. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait avoir une proposition de loi là-dessus, c'est que au fil de l'année, j'ai entendu comme une musique, par exemple, un chef d'équipe dans l'industrie agroalimentaire qui me dit, je travaille la nuit, ma femme travaille à l'hôpital, et pourtant, je peux pas emmener mes enfants en vacances à Narbonne, alors que mon père, il y avait un seul salaire dans la famille, et on partait en vacances. C'est un point de détail. Mais ça dit le sentiment de déclassement. Ce que mes parents m'ont offert, je ne suis pas apte de les offrir à mes enfants. Or, quand on regarde, c'est comme si la politique ne s'intéressait pas aux vacances. Les vacances sont... C'est pas le domaine privé, les vacances ? Mais non, je pense que ça ne doit pas être seulement du domaine privé. Sinon, on n'aurait pas eu les billets populaires mis en place par Léo Lagrange en 1936. Donc, ça n'est pas que de la sphère privée. Si on est dans la sphère privée, c'est la famille,
Et c'est très bien, mais il y a des familles qui ont les moyens de partir, des familles qui n'ont pas les moyens de partir. Et c'est le marché. Et le marché, c'est le tri par le porte-monnaie. Donc il faut une politique publique des vacances. Il faut un accompagnement. Et même, vous savez, un sociologue comme Jean Viard, il dit on devrait avoir pour objectif maintenant, il y a 60% des Français qui partent en vacances. Ça stagne depuis des décennies. Même si là, ça a diminué sous l'effet post-Covid, inflation et ainsi de suite, on devrait avoir pour objectif de passer à 80% des Français. Concrètement, ça passe par quoi ? Le premier poste de dépense des Français, ce sont les déplacements. Pourquoi ? Parce que les 3/4 des Français partent en vacances dans leur famille. Donc, il n'y a pas de frais d'hébergement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit, arrêter les TGV ? Diminuer. Mais non, pas du tout. Ah bon. Pardon, j'ai pas su. Monsieur Cohen, vous savez très bien que je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les milliards, on aurait dû les mettre dans les trains du quotidien et pas seulement. Bon. Mais on doit diminuer le prix des trains. Le prix des trains. C'est ce qui s'est fait en Allemagne. Et avec un succès immense. Donc, ce que c'est là, c'est de dire, on a, pendant les mois d'été, le TER à volonté pour 29 € et on a aller-retour en TGV pour 29 € également. Bon, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a quand même les 3/4 des Français prennent la voiture et donc c'est péage gratuit. Péage gratuit. Je veux dire, les sociétés d'autoroutes. Pour tous les Français. Pour tous les Français. Pour tous les Français. Les plus riches comme les moins riches. Pour un aller-retour. Attention. Hein. Donc c'est pour les plus riches, pour les moins riches. Alors, je vous dis, peut-être vous m'avez déjà entendu là-dessus, mais moi je suis pour l'universel. Je suis pour que ça soit universel ce qu'on fait. Je pense que la gauche, elle se grandit quand elle prend des mesures pour tout le monde. Quand elle fait, oppose pas les plus riches et les moins riches. Elle fait l'école pour tous, c'est y compris pour les enfants de Bernard Arnault. Le bilan climatique, parce que l'autoroute, développer la route, l'autoroute. Écoutez, en tout cas, il s'agit de prôner le train, de faire pour que le maximum de personnes y aillent par le train. Maintenant, il y a sans doute un certain nombre de personnes ici autour de cette table qui vont prendre l'avion pour leurs vacances. Et vous dites quoi aux Français ? Il ne faut pas prendre l'avion ? Non, je dis simplement que là, la question m'est posée sur le bilan climatique. Je dis, en tout cas, c'est pas en faisant que les Français ne partent pas en vacances, c'est une mesure qui est profondément injuste. Mesurez qu'aujourd'hui, 32% des Français se privent sur leur alimentation pour partir en vacances. C'est dire que pour eux, c'est un temps important. Pourquoi ? C'est un temps de respiration. Vous avez 3 millions d'enfants qui partent pas en vacances. Moi, je vous pose la question, vos enfants partent, mes enfants partent. Comment on peut aimer notre pays si on ne le voit pas, ses montagnes, ses plages ? Comment on peut aimer notre pays dans sa diversité si on voit que son clocher est son chef-lieu de canton ? Donc il y a la nécessité d'ouvrir. Alors c'était une intuition que j'avais déjà auparavant. Vous savez que le fait d'avoir des activités comme ça en dehors de l'école, ça a donné une confiance en soi. Et là, ça a été l'occasion de lire des rapports qui témoignent tous que la confiance en soi, elle naît chez les enfants pour beaucoup. Mais qui finance ça ? Les entreprises ou l'État encore ? Alors, pour partie, il y a, je veux dire, les autoroutes. C'est 4,5 milliards d'euros de profit cette année et 4 milliards d'euros sont versés en dividendes aux actionnaires. Donc, je pense que... Donc, c'est les actionnaires des autoroutes qui offrent des vacances. Je pense qu'une petite aide de ce côté-là, ça fera qu'ils ne tomberont pas dans la pauvreté. Vous voyez, il n'y a pas trop de soucis, un peu de philanthropie. Même, c'est de dire comment on fait la cohésion de la nation. Bon, et par ailleurs, par exemple, le train, c'est financé par une taxe sur le kérosène, qui rapportera même au-delà de ce qui est dépensé. Moi, je suis partisan, par exemple, d'avoir un pass colo verte. C'est quoi ? C'est l'assurance que tout enfant, au primaire, une fois pendant l'été, pendant ses 5 années de primaire, il partira 15 jours à la montagne ou 15 jours à la mer. Que pendant ses 4 années de collège, il partira une fois à la montagne, une fois à la mer. Comment on finance ça ? Une taxe sur les yachts, les jets et les palaces, et vous avez largement de quoi faire ça. Oui, ça oppose un peu les riches et les pauvres. Non, mais ça fait. Mais non, parce que ça. Donc, il y a la solidarité. Mais non, parce que la passe colo, il ira aussi pour les enfants de riches. Et à la limite, ils se mêleront aux autres, et il s'agit de retrouver la cohésion de la nation. Et je pense que même les gens qui sont de la haute, ils peuvent se dire qu'on appartient au même pays. Et pour appartenir au même pays, il y a quelque chose qui nous met à égalité ou qui rétablit un peu de justice, c'est l'impôt. Et en effet, l'impôt doit pouvoir servir à ça aussi. En tout cas, ce n'est pas du tout la tonalité du gouvernement en ce moment, qui veut certes dépenser moins d'argent, mais surtout ne pas augmenter les impôts. Le gouvernement a indiqué ce matin aux assises de la dépense publique qu'ils avaient identifié au moins 10 milliards d'euros d'économies. C'est ce qu'a rappelé Elisabeth Borne. Il n'y a pas à opposer préparation de l'avenir et maîtrise de la dette. Au contraire, la maîtrise de la dette est une condition indispensable pour préparer l'avenir. Nous ne tomberons ni dans la facilité des hausses d'impôts, ni dans l'erreur du coup de rabot. Nous croyons dans la croissance, dans les réformes et dans l'efficacité, pas dans l'austérité. Mais pour réussir, nous aurons besoin de la mobilisation et de la responsabilité de tous, d'une exigence collective dans la gestion des deniers publics. Nous aurons besoin d'un travail étroit avec les parlementaires comme avec les élus locaux, d'une évaluation rénovée
et de la vigilance de la société civile. Donc voilà, il faut faire des économies sans tomber dans la facilité des hausses d'impôts. Mais parmi les pistes d'économie, donc, eh bien, il y a le domaine de la santé. Il faut lutter contre les arrêts maladie, par exemple, qui sont en hausse, plus 30% en 10 ans, plus 8% en 2022. Limiter les dérives, réduire aussi les dépenses en médicaments dont la prescription et l'achat sont jugés trop fréquents. Alors j'imagine bien sûr que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que vous êtes au moins d'accord avec le fait qu'il faut réduire les dépenses publiques ? Sur les médicaments, la première chose, c'est que les gens qui vont dans les pharmacies puissent les obtenir. Il y a 3000 ruptures de stock en ce moment sur les médicaments. C'était multiplié par 6 en 5 ans. Ma mère, qui devait se faire opérer, la clinique, l'hôpital a renoncé à son opération parce qu'il n'y avait pas le médicament qui était disponible. Donc, je veux dire, le gouvernement, ce à quoi il devrait s'appliquer... Ils l'ont fait, il y a eu un plan la semaine dernière. Ils l'ont fait d'ici 2020, on ne sait pas trop combien. Vous voyez, bon, donc, certains dans les prochains mois, alors que ça nous avait été déjà promis pendant la crise Covid. Et que maintenant, du temps a passé, 3 années sont écoulées et qu'on n'a toujours rien. Donc ça, c'est la première chose. Sur les arrêts maladie, je fais une table ronde ce vendredi sur les inaptitudes. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises ? Comment ça se fait qu'on a des burn-out en série ? Comment ça se fait qu'il y a les épaules vont pas bien, le dos va pas bien ? On a les contraintes physiques et psychiques, c'est montré par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail, qui ont très nettement augmenté dans les entreprises. Donc si jamais on veut réduire les dépenses de santé, c'est d'abord, et les arrêts maladie, c'est d'abord en faisant que les gens se sentent bien au travail. Je crois que c'est une donnée clé aujourd'hui. Vous savez, je participais à un colloque qui était travailler moins, travailler mieux, travailler tous. Je dis, l'objectif aujourd'hui de la gauche, ce qu'on doit porter, mais ce que devrait porter le gouvernement, avec obsession, c'est travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux. Faire que les gens se sentent bien au travail. Et il y aura moins d'arrêts maladie derrière. Maintenant, pourquoi on a une crise de la dette ? La crise de la dette, c'est d'abord une crise de recettes. Sous Sarkozy comme sous Macron. Sous Macron, qu'est-ce qu'il a fait ? 50 milliards d'euros de recettes en moins tous les ans. Il n'y a jamais eu autant de recettes fiscales en France. 50 milliards d'euros d'impôts. On a battu le record l'an dernier de recettes. Que disent en volume. Et on ne veut pas aller chercher l'argent là où il se trouve. C'est simple. Vous avez en haut des gens qui se gavent et vous avez en bas des gens qui se rationnent. Et on ne veut pas 160 milliards d'euros de profit du CAC 40 cette année. 80 milliards d'euros de dividendes. C'est un record qui est battu de tous les temps. Et pendant ce temps-là, vous avez tous les sondages qui vous disent que les Français qui travaillent se rationnent, y compris sur leur alimentation. Voilà l'état du pays. Et vous avez des gens de bon sens, qui ne sont pas des insoumis, qui ne sont pas des gauchistes, qui viennent vous dire quoi ? Jean Pisani-Ferry, qui était un économiste qui conseillait Emmanuel Macron, il existe de très bons arguments pour un impôt exceptionnel sur le capital. Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui dit « Je ne balayerai pas cette proposition d'un revers de main, je pense qu'elle mérite débat ». Le FMI, qui pense que les gouvernements devraient envisager des impôts plus élevés pour les ménages les plus aisés et les entreprises très rentables. Joe Biden, le secrétaire général de l'ONU. Voilà, des gens de bon sens qui disent que, écoutez, nous sommes dans le même pays. On doit faire fonctionner nos hôpitaux, on doit faire fonctionner nos écoles, on doit développer le rail. Quelle est la pire dette que nous avons aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez que c'est la dette budgétaire ou est-ce que la dette écologique ? Quand, dans ma génération, 1/3 des oiseaux ont disparu, les 2/3 des vertébrés ont disparu, qu'on ne sait pas si demain l'eau sera buvable, l'air respirable, la planète habitable, et tout ce qu'ils ont à dire, c'est la dette, la dette, la dette, mais ils sont tellement à courte vue. Tout le monde cherche de l'argent, même vous, François Ruffin. Le 13 mai dernier, voici le message que vous avez posté sur YouTube depuis votre cuisine. J'ai besoin de vos sous, Sandec. Il est évident maintenant que j'ai opéré un changement de division. Tu vois, et si tu montes en étant le même dans la division supérieure pour aller jouer en Champions League, mais que t'es pas armé d'une équipe autour de toi assez dense, assez solide, tu vas perdre tous tes matchs. Donc, j'ai besoin d'étoffer mon équipe. En politique, la Champions League, c'est la présidentielle. Donc c'est ce que vous préparez là, depuis votre cuisine, la présidentielle ? Moi, je me prépare à ce que nous prenions le pouvoir dans ce pays. Nous devons prendre le pouvoir dans ce pays. Je veux dire, si on veut transformer la vie des Français un peu comme Léo Lagrange et le Front Populaire l'ont fait en 1936, il faut prendre le pouvoir. Quel que sera mon poste, pour filer la métaphore footballistique, que ça soit arrière droit, que ça soit milieu gauche, que ça soit numéro 10, quel que soit le poste dans lequel je dois jouer, je dois prendre en ampleur. Donc, c'est une nécessité. Vous savez, le RC Lens, dont je suis fan, ils vont jouer l'année prochaine en Champions League. Il ne faut pas qu'ils perdent leurs meilleurs éléments et sans doute qu'ils fassent un bon mercato. Et il a fonctionné l'appel là ? À combien s'élève la cagnotte ? On aura un bilan, je ferai un bilan vendredi dans ma cuisine également. Donc, rendez-vous dans la cuisine de sirop de fraise toujours. de François Ruffin. Ça n'est pas bien contrôlé tout ça, le grille-pain et tout ça.
Parlant des institutions, puisqu'on évoque la présidentielle, hier dans le Figaro, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, répondait à une question pour savoir s'il regrettait qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter en 2027. Il a répondu, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. Changeons tout cela. Des mots qui ont appelé un certain nombre de questions importantes. Aujourd'hui, Richard Ferrand a précisé ses propos en disant « On ne change pas les règles en cours de match ». Faut-il s'interdire de réfléchir à d'autres systèmes ou à d'autres séquences ou périodicités, ou est-ce qu'il faut se tenir aux institutions telles qu'elles sont? La souveraineté populaire aujourd'hui dans notre pays, vous croyez franchement qu'elle est bridée par le cumul de mandats ou le cumul de mandats dans le temps? Est-ce que vous croyez que la souveraineté populaire est bridée parce qu'en 2027, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter? Non, franchement, soyons sérieux. Aujourd'hui, on a une souveraineté populaire qui le bride. Il faut rappeler quand même que 2/3 des Français, 4/5 des salariés, tous les syndicats unis, des millions de personnes dans la rue et même vraisemblablement une majorité de députés étaient opposés à cette réforme de retraite et qu'ils ont bridé cette souveraineté populaire par tous les moyens en empêchant vote et débat pour qu'elle ne s'exprime pas. Donc, je pense que tout ça n'est pas très sérieux, quoi. Il m'amuse, hein, mais... Un chiffre, un sondage publié hier par le journal du Dimanche et qui nous explique que le Rassemblement national est davantage considéré comme proche des gens que la France insoumise. 30% contre 18%. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que, vous savez, malheureusement, j'ai pas besoin des sondages. Quand je passe du temps chez moi, j'entends des choses et voilà, je ne peux pas me mettre des bouchons dans les oreilles. Donc, ça m'inspire que d'abord, je dis, le match n'est pas terminé. Je ne voudrais pas qu'on laisse croire qu'il y a une fatalité à ce que l'extrême droite arrive au pouvoir, alors que dans notre pays, elle n'y est jamais arrivée par les urnes, elle n'y est arrivée que par la défaite, une fois en 1940. Et je ne suis pas sûr que ça ait laissé un souvenir merveilleux aux Français. Bon, et donc, il n'y a pas de fatalité à l'histoire. La crise de 29, elle a donné le nazisme en Allemagne, elle a donné le New Deal aux États-Unis, elle a donné le Front populaire en France. Donc il y a une bagarre à mener. Maintenant, c'est comment on se fait entendre. Est-ce que, voilà, je posais la question quand même régulièrement. Ouais, vous voyez, j'ai le costume, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Donc, voilà, il y a une tonalité qui, à mon avis, qui a donné pour apparaître comme étant plus à l'écoute des préoccupations des Français. Je pense que quand je fais ma proposition de loi vacances, en ayant des députés de tous les groupes, c'est dans un souci de demander qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui à cette France qui travaille, qui se lève tôt, qui va au boulot, qui prend son auto, qui a mal au dos et qui pourtant va même pas aller voir la plage peut-être cet été, va se restreindre là-dessus. Comment on lui parle ? Et j'essaye de trouver des chemins pour ça. Le salon du Bourget s'est ouvert aujourd'hui. Le retour du Salon international de l'aéronautique et de l'espace, la fête française de l'aviation qui connaît sa première édition post-Covid. Et depuis la pandémie, le regard du monde a bien changé sur l'aérien, de plus en plus décrié pour ses émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Le président de la République était sur place aujourd'hui pour l'ouverture du salon. Emmanuel Macron a plaidé pour une écologie raisonnable. Il y a une bonne sobriété, celle qui est raisonnable, celle qui consiste à dire faut tout arrêter en quelque sorte. Et il faut renoncer à la croissance, je ne la crois pas raisonnable. Il faut que chacun voit ce que les autres font. Parce qu'on adhère plus facilement à des efforts quand chacun fait sa part et qu'on voit ce que l'autre fait. Vous souscrivez, François Ruffin, à cette notion d'écologie raisonnable ? On ne va pas dire qu'on est pour une écologie débile. Donc, mais maintenant, je pense que ce qu'il entend par là, c'est pas du tout ce que j'entends. Est-ce qu'il faut, quelque part, limiter l'usage de l'avion dans le monde et dans notre pays ? Oui, il faut trouver des limites à ça. Se refuse Emmanuel Macron. Bah oui, donc je trouve qu'il est toujours dans le déni. Il a dit qu'il avait découvert la crise écologique. Je trouve qu'il est toujours dans une forme de déni. Moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est penser ce que j'appelle ça plancher-plafond. C'est-à-dire qu'il y a un plafond, il faut le faire redescendre, mais il faut avoir un plancher qui remonte. Et donc, le plancher qui remonte, c'est ce que je présentais tout à l'heure, avec de l'accès au train qui est possible pour tout le monde. Et donc, à la fois, il y a des limites qui existent à la planète, et il doit y avoir des limites à nos modes de vie. C'est pas Emmanuel Macron, c'est les prévisions qui valent ce qu'elles valent, des compagnies aériennes et des aéroports qui disent que le trafic va être multiplié par 3 dans les 20-30 prochaines années. Oui, mais après, ça, le trafic, il augmente, c'est le marché qui décide. Non, il y a une place pour le politique. Que veut faire le politique ? Quelle est la place qu'il accorde à l'avion ? C'est pas pour dire qu'il n'y a aucune place. Par exemple, dans nos propositions de loi, il y avait une place pour l'avion, puisqu'on considère que les familles, les gens qui viennent d'outre-mer, qui habitent en métropole et qui veulent rejoindre leur famille dans les outre-mer et les retrouver pendant l'été, il doit y avoir des billets d'avion qui ne soient pas calés sur les prix du marché, sinon ils n'y accèdent pas. Donc, quelle est la place de l'avion dans nos déplacements ? Je pense que c'est pas une question qui doit être laissée purement au marché. Et juste pour vous dire que je pense que c'est la clé aujourd'hui du débat politique en France, ça doit être quelle est la place pour la main invisible du marché, quelle est la place pour une régulation choisie ensemble, pas seulement sur l'avion, mais sur les prix de l'électricité, sur le logement, sur plein de choses. Quelle est la place de la démocratie, quelle est la place du marché ?
Merci beaucoup François Ruffin d'avoir accepté notre invitation.